Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio ce matin pour nous parler consommation. Vous êtes le président, directeur général de Système U, les magasins U, et vous alertez ce matin, on va y revenir dans un instant, les Français se privent, les caddies se vident, vous demandez, vous commandez moins, et c'est les agriculteurs qui pourraient aussi en pâtir. Mais je voudrais d'abord qu'on parte à Nouméa, parce que, on l'a vu, les émeutes, le chaos règne. Vous avez 3 magasins U, me semble-t-il, en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que votre personnel, est-ce que les magasins ont été touchés par les émeutes? Avant de rentrer dans le studio, il y a 2 minutes, je viens de recevoir un message. On a 2 magasins touchés cette nuit. Assez sévèrement, donc j'attends plus d'informations, mais ça y est, la nuit précédente ça avait été, mais cette nuit on a 2 magasins touchés. A priori ça a l'air d'aller pour les équipes, mais je reste prudent à ce stade et j'en saurai plus tout à l'heure. Quand vous dites assez sévèrement touché, ça veut dire quoi? Ça veut dire pillé? Ça veut dire attaqué? Il y a un magasin qui a été incendié. Et l'autre, effectivement, il y a eu du pillage. Mais encore une fois, je reste prudent à cette heure et j'attends plus d'informations de mes collègues tout à l'heure. Et d'ici une demi-heure, avec et bien le sûr, décalage on horaire, pense à eux et on est en soutien avec eux, bien évidemment. Et d'ici une demi-heure, donc je le disais, le couvre-feu donc entrera en vigueur, puisqu'avec le décalage horaire, ce sera à nouveau la nuit. Merci en tout cas pour cette information, Dominique Schelcher. Je voudrais qu'on rentre dans le caddie des Français. Vous le disiez, les Français se privent. Vous me l'avez dit juste avant qu'on rentre dans ce studio. Et je voudrais qu'on puisse décortiquer ce qui se passe avec vous et surtout les conséquences de ces privations, parce que c'est tout le modèle de la chaîne alimentaire, en remontant finalement toute cette chaîne depuis le caddie jusqu'au producteur, c'est-à-dire l'agriculteur au fond, qui risque d'être chamboulé. Commençons donc par ce qui se passe dans le caddie des consommateurs. Ils se privent, ils consomment moins. Est-ce que vous parleriez carrément de déconsommation? Il y a des signes de déconsommation, clairement. Ce qu'on peut dire ce matin, c'est que la crise inflationniste globalement est derrière nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il reste intact un problème de pouvoir d'achat. Un problème de pouvoir d'achat et pour beaucoup de Français. Et ce problème de pouvoir d'achat, cette tension, depuis maintenant des mois, pèse sur les choix des gens. Ils arbitrent. C'est ce qu'on explique ici depuis un certain temps. Et ils continuent à arbitrer. Vous savez, vendredi matin, j'étais dans mon magasin en Alsace. En Alsace, vous êtes près de Fessenheim. Je tombe sur une très bonne cliente depuis longtemps. Un couple, un enfant, 2 salaires très corrects. Elle me parle de sa consommation, de l'évolution de sa consommation. Elle me dit, mais même moi, on vit correctement, mais je suis obligé d'arbitrer, de changer. J'achète moins de viande, je n'achète plus de non alimentaire. Parce que mes dépenses contraintes ont fortement augmenté, je suis obligé de faire des choix et je les fais sur l'alimentaire. C'est ça qui se passe actuellement. Donc, effectivement, il y a des choix qui se font. On apprenait aussi ce matin, et j'en parlais sur RMC, que les crédits à la consommation sont désormais utilisés pour boucler les fins de mois. C'est-à-dire jusqu'à présent, c'était plutôt pour des projets ponctuels, un peu exceptionnels, l'achat d'une voiture, des travaux. Désormais, c'est aussi pour des plus petites sommes, mais parce que, mois après mois, ça dégringole. Quand vous dites des choix se sont faits, quels sont les produits que vos consommateurs, que vos clients n'achètent plus? Par exemple, clairement, le non-alimentaire. C'est quoi le non-alimentaire? Par exemple, le bazar. Par exemple, les tables de jardin. Non. Je parle hors produits de beauté et d'hygiène. Hors produits du quotidien. Tout à fait, hors produits du quotidien. Par exemple, les salons de jardin. Là, c'est complètement boudé cette année. En plus, il a fait très mauvais en termes de météo. Donc là, par exemple, ça ne marche pas. Le textile, c'est pareil. La tenue, on va la garder une saison de plus. Le short, on va le garder une saison de plus. On en vend beaucoup moins. Ensuite, il y avait eu les produits de beauté. Les produits de beauté sont devenus très chers. Donc, il y a toute une série de produits de beauté, les crèmes, etc., des choses plus sensibles et plus chères. Elles sont boudées. Je recite ce chiffre. Au-delà de 3 €, c'est pas moi qui le dis, c'est les panélistes. Au-delà de 3 €, les produits se vendent moins, par exemple. Donc c'est une sorte de frontière. C'est-à-dire les 3 € sont comme un déclic. Les 3 € sont comme un déclic. Et un autre produit qui est vraiment très, très arbitré parce qu'il est aussi plus cher dans le panier, c'est la viande. La boucherie est en baisse. On mange moins de viande actuellement. Alors, est-ce qu'on mange moins de viande parce qu'on n'a plus assez de sous pour en manger, ou est-ce qu'on mange moins de viande aussi parce que c'est un changement de consommation? On entend quand même beaucoup d'injonctions à manger moins de viande, à la fois pour des questions de santé ou des questions d'environnement. Quelle est la part dans les choix qui sont faits par les Français, des choix contraints par des problèmes de revenus, de pouvoir d'achat,
et des choix parce qu'on modifie ses habitudes. Le flexitarisme, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, s'est installé depuis maintenant plusieurs années. D'ailleurs, la filière viande prône même le flexitarisme. Mais ce qui a donné un coup supplémentaire ces derniers temps, ces derniers mois, c'est clairement... Le flexitarisme, c'est manger encore de la viande, mais moins. Voilà. Mais le pouvoir d'achat a coupé les achats d'un certain nombre de Français. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, et c'est tout le paradoxe français actuellement, ce week-end, le week-end de l'Ascension, a été extraordinaire dans les magasins, disons-le. On a vécu des choses, des chiffres, comme au cœur de l'été, au cœur du mois d'août, par exemple, comme si la France était en vacances. Et le rayon boucherie, la semaine dernière, a complètement explosé. Pourquoi ? Parce qu'en même temps qu'il y a cette tension, qu'il y a ces contraintes, qu'il y a ces arbitrages, les Français veulent aussi se faire plaisir ponctuellement. Et donc, la semaine dernière, ils ont fait leur barbecue pendant le week-end de l'Ascension. Et ils étaient en famille, et donc ils étaient en famille, et ils se sont lâchés. Un plat familial. Et c'est toute cette situation paradoxale, encore une fois, je le répète, d'un certain nombre de tensions, et à un moment, on veut se faire plaisir, et on fait même des économies pour partir en week-end. Et encore une fois, malheureusement, et c'est ça qui est difficile, c'est souvent le poste alimentaire qui est arbitré. Mais encore une fois, pardon, vous dites, il y a aussi une question quand même de météo, il y a aussi ces questions-là. Quelle est la part qui fait que, n'ayant eu que du mauvais temps depuis des semaines, il fait beau, effectivement, on sort, alors j'ose pas le dire comme vous, le barbecue. Vous vous dites comme ça, visiblement, en Alsace, donc C'est prononcé à l'alsacienne. Voilà. En fait, on est dans une société de l'hyper-réactivité. Et ça, c'est clair, net, tous nos collaborateurs nous le disent en magasin. Les gens réagissent au soleil du matin, à une émission culinaire le mercredi soir à la télé, à un événement... Vous voulez dire qu'après Top Chef, vous avez des ventes le lendemain qui explosent ? Après Top Chef, si dans la recette, il y a un ingrédient particulier qui est un peu moins connu... Vous allez avoir la demande le lendemain ? On va avoir la demande le lendemain. On est dans l'hyper-réactivité, surtout, qu'elle soit bonne, qu'elle soit négative. C'était le cas la semaine dernière. Et ça, c'est positif au bout du compte. Les prix ont continué à augmenter. Alors l'inflation, globalement, moins, mais sur certains produits, on a regardé là cette semaine, Caprice des Dieux, par exemple, est un produit qui a pris plus 6% en un an. C'est 19 centimes par mois. C'est normal, ça ? Mais Apolline de Malherbe... Le Coca, la bouteille de Coca, elle dépasse largement les 2 € désormais. Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier que vous avez cité, il est fait à base de quoi ? Il est fait à base de lait. Or, on sort d'une crise agricole. Le lait était au cœur de cette crise agricole. Donc, dans les négociations commerciales... Donc, c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs, une moins bonne nouvelle pour les consommateurs de Caprice des Dieux. Une bonne nouvelle, mais... Parlons des bonnes nouvelles. Il y a de très nombreux produits qui baissent, il faut le dire aussi. Et dans les magasins U, les baisses sont en cours et vous pouvez les chercher. Les produits de droguerie et d'hygiène baissent très fortement. Les produits, c'est moins 2,4% sur un an. Les produits à base de papier baissent. Les produits à base de volaille baissent. Ça, c'était monté très haut avec la... C'est-à-dire c'est du transformé, hein, quand vous dites à base de... Non, mais les scalopes de dinde, les nuggets pour les enfants à base de volaille, tout ça est en train fortement de baisser. Des conserves de légumes baissent, mais aussi tout ce qui était les pâtes. Les pâtes, certains paquets de pâtes sont montés assez haut. Ça rebaisse actuellement. Donc, il y a vraiment quand même des bonnes nouvelles. On les trouve dans les rayons et les Français commencent à le voir sur le global de leur panier. Sur cette question, justement, quand vous disiez les pâtes, le blé, il y a aussi une crise du prix des matières premières qui baisse fortement pour certaines d'entre elles. On pense au riz, au colza, au maïs, au sucre. Tous ces produits-là sont censés baisser en 2024. Quelle est la part, au fond, de ce qui relève de la demande, de l'offre et de la demande, donc de la consommation véritable des clients de vos supermarchés, et qu'est-ce qui relève de la spéculation ? Ce matin, il y a plusieurs articles dans la presse quotidienne qui parlent de ça. Et il y a une phrase qui revient systématiquement, c'est l'éclatement de la bulle post-guerre en Ukraine. Donc, il y a une part d'effet de demande, de tension, de raréfaction parce qu'il y avait des problèmes de météo. Et il y a une part spéculative, c'est clair, c'est net. Ça veut dire qu'il y a eu une bulle. Ça veut dire quand même qu'il y en a à un moment ou à un endroit de la chaîne, peut-être même les distributeurs à un moment, hein, qui ont créé artificiellement cette bulle. Contre les distributeurs, bien sûr que non. Nous, on a cessé et on continue de le faire, d'accompagner les Français, nos prix coûtants, on serre les prix, les promotions sans cesse. Donc par contre, au niveau du marché international des matières premières, il y a des traders, des gens dont c'est le métier au quotidien de gagner de l'argent en achetant, en revendant des matières premières. Et bien là, oui, il y a eu de la bulle spéculative. Chaque année, 39 milliards de produits qui passent à la caisse, qui sont scannés par vos Absolument. caisses. Une très forte baisse de ce volume, du nombre de produits qui sont passés en caisse l'année dernière ?
Alors, cette baisse, elle est là depuis la fin des années 2010. Elle est là, c'est une tendance de fond dans nos magasins, en général sur le marché de la grande distribution, moins chez U parce qu'on se porte plutôt bien, mais il y a une baisse des volumes de ce qu'on appelle les produits de grande consommation. C'est lié au fait que les gens ont envie d'acheter un peu moins, différemment, il y a la pression environnementale, etc. Ça s'est un peu accru ces derniers temps sous le coup de l'inflation. Et depuis le début de l'année, au global marché, oui, c'est en baisse de plus de 2% en volume. Ça veut dire que c'est quoi? C'est 800 millions de produits en moins? C'est à peu près, vous avez raison, sur l'année 2023, le chiffre précis, c'est 800 millions de produits en moins passés dans le scan des hôtesses de caisse, des hôtes de caisse dans nos magasins. Je voudrais qu'on tire ce fil de la consommation jusqu'aux produits agricoles. S'il y a moins de produits consommés, vous-même, j'imagine que vous en tirez un certain nombre de conclusions, et que lorsque vous passez vos commandes globales, vous baissez le volume de ces commandes. À qui? Aux agriculteurs? Au bout du compte, s'il y a une forte part de matières premières agricoles dans le produit, bien sûr qu'il y a des commandes qui baissent. Mais au global, encore une fois, U se porte bien. On fête nos 130 ans cette année. On se réunit tous d'ailleurs dans quelques jours pour fêter ça et préparer l'avenir. Ce qui baisse le plus en ce moment, c'est pas tellement, par exemple, les produits de marque distributeur qui, elles, continuent à augmenter. Mais il y a un certain nombre de produits de grandes marques dont les ventes sont moindres. S'il y a beaucoup de blé dans ce produit, au départ, il y aura effectivement un peu moins de commandes de blé. Donc oui, ça nous interroge. Moi, je suis cette baisse de volume d'extrêmement près, parce que c'est toute la chaîne qui peut être impactée à terme. Et donc, à nous de nous mobiliser pour continuer à attirer les clients, et bien sûr, plus chez nous que chez nos confrères. Vous redoutez, ça on l'a bien compris, effectivement, qu'il y avait une forme de guerre entre vous, mais c'est le jeu, c'est le jeu de la concurrence. Mais est-ce que vous redoutez, parce qu'il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on est dans un moment où on parle de la rémunération des agriculteurs, en voulant leur donner un certain nombre de garanties, la fameuse loi sur les agriculteurs entre aujourd'hui effectivement en vigueur, mais dans le même temps, vous nous dites qu'il va probablement y avoir une baisse de leurs revenus s'il y a moins de demandes. Mais c'est pour ça qu'il faut se battre pour cette souveraineté, qu'il faut absolument, dans ce contexte-là de tension, par exemple, il y a une chose simple à faire et que chez U, on ne fera jamais. On ne remplacera pas de l'origine française par de l'origine étrangère. La plaquette de beurre 250 grammes chez U ne sera jamais européenne, irlandaise ou polonaise. Elle restera française. Parce que quand les volumes baissent un peu, il faut continuer à défendre la souveraineté alimentaire française et choisir les produits d'origine France. Quand vous dites ça, Dominique Schelcher, ça veut dire que vos concurrents ne le font pas tous? Ça veut dire que certains confrères, pour des questions de facilité. Et sans prévenir, sans que ce soit dit? Et sans forcément que ce soit dit. Moi, je fais le tour de la concurrence. Je vais voir mes confrères. Je prends Vous rentrez en catimini, incognito? Mais absolument. Absolument. Je prends la plaquette de beurre, je la regarde. Je peux vous dire, elle est plus forcément française partout. Ça se voit où? Vous retournez le produit et c'est écrit en grand. Alors, chez U, depuis 2019, je vais vous dire, on est l'enseigne de distribution qui affiche plus fortement la transparence, y compris la symétrie de la transparence. C'est-à-dire que même si on a encore un ingrédient qui est italien ou espagnol, on le note encore sur le produit. Voilà, donc prenez les produits en moins. Et là, c'est un acte citoyen, c'est un acte de souveraineté. La plaquette de beurre doit être française. Dominique Schelcher, justement, il y a cet indicateur Origine Info qui doit arriver sur les produits à partir de cet été. C'est Olivia Grégoire qui était à la manœuvre. Vous êtes favorable à cette mesure? L'idée, si je résume, c'est que jusqu'à présent, un produit qui n'a pour ingrédient principal que le lait, par exemple, là, vous savez s'il vient de France ou d'ailleurs. Lorsque c'est un produit avec plusieurs ingrédients, vous n'étiez pas jusqu'à présent, ni vous ni les industriels, obligés de mentionner l'origine de chacun des ingrédients. Ça va être le cas. Alors, je salue l'activisme de notre ministre du Commerce qui a raison de pousser ce sujet. Nous, on soutient la transparence, on l'applique depuis 2019 et UFC Que Choisir a dit encore une fois qu'on était l'enseigne qui l'appliquions le plus fortement. Voilà. Donc le projet là, c'est effectivement d'aller plus loin, d'aller jusqu'à 3 produits où on donne le détail. Et même si derrière un ingrédient, par exemple, il y a plusieurs pays, ce serait de signaler les plusieurs pays différents. Donc on est en discussion finale, là, aujourd'hui même. Ça va se manifester comment? Vous avez un peu l'idée? Parce qu'on parle éventuellement du modèle un peu du Nutri-Score, visuellement. Alors ce sera par un QR code. Ce sera par un QR code. Compliqué ça. Mais oui, mais quand vous avez plein de choses à dire, c'est quand même le plus simple. Donc il y aura un QR code.
à terme doit apparaître sur les produits. C'est pas un petit drapeau ou les petits drapeaux des pays? Non, voilà, c'est un peu... Voilà, mais il faut trouver des solutions. La technologie, vous savez, les Français utilisent très largement leur smartphone. À chaque fois, le Nutri-Score, c'est visuel, c'est évident. Et pour aller très vite, au départ, ce sera sans doute sur nos sites de e-commerce où il y aura toutes les informations en ligne. Donc on y travaille, c'est en train de s'être bouclé. Il y a encore des petites discussions avec le cabinet ministériel. Puisqu'on est sur les questions justement de score, de Nutri-Score aussi, une étude montre que dans la manière de consommer, le Nutri-Score a désormais une grande place. Absolument. Que les consommateurs ont vraiment totalement intégré le Nutri-Score dans leur façon de sélectionner les produits. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à informer le consommateur du Nutri-Score dans les pubs? C'est-à-dire, au lieu de dire manger, bouger, consommer moins salé, moins sucré, on enlève toutes ces mentions-là et on donne juste le Nutri-Score du produit. 2 chiffres. Le Nutri-Score est connu par 80% des Français. C'est rare qu'un label comme ça soit connu aussi vite. Et 42%, je crois, exactement, l'utilisent. Mais vous savez, quand vous faites votre pub télé, on voit l'emballage et en fait, le Nutri-Score apparaît. J'ai vérifié en effet, par exemple, j'ai regardé une de vos dernières pubs sur les pots de glace. Il y a le Nutri-Score qui apparaît. Absolument. Et on est d'autant plus à l'aise de le faire qu'on a fait évoluer un certain nombre de nos recettes, notamment pour les produits vers les enfants, qui avaient parfois des notes D ou E. On s'est obligé à revoir la recette pour avoir un Nutri-Score meilleur et mieux servir les Français. Donc, pourquoi pas, en tout cas, le rendre systématiquement visible, oui. Il ne faut pas forcément aller jusqu'à remplacer et supprimer les mentions. Non, plus de visibilité possible, moi je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un repère qui est adopté par les Français. Donc, communiquons ouvertement, de manière transparente, c'est ce qu'on fait chez nous. Dominique Schelcher, le prix de l'essence. Oui. Vous faites partie de, désormais, ces grands distributeurs donc, de carburant. Le prix de l'essence est toujours au plus haut. 1 litre de samplon 93 coûte en moyenne, et c'est les derniers chiffres, 1,99 €. Le cours du samplon 95, c'est 1,93 €. On va jusqu'à un gazole aussi en hausse, à 1,80 €. Est-ce que vous pourriez refaire des opérations à prix coûtant ? Alors, on travaille aujourd'hui même. Je vais quitter ce studio et on va y travailler pour cet été. Il y aura des opérations sans doute cet été. Qu'est-ce qui se passe ? Le prix du baril a pris $10 depuis le début de l'année. C'est ça, parce qu'il y a des tensions internationales. Aussi parce qu'aux États-Unis, on est en pleine période où les Américains conduisent beaucoup, consomment beaucoup. Ça met de la tension. Et très intéressant à noter, le marché du carburant est en baisse de 2,2% depuis le début de l'année. Alors, pas chez nous, ça progresse de 5% parce que je pense qu'on n'est vraiment pas cher sur le carburant. Mais le marché global est à la baisse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est trop cher, les gens roulent moins, font plus de covoiturage, il y a plus de voitures électriques. Et il y a plus de choix par rapport à ce carburant qui est cher. Si je vous écoute, Dominique Schelcher, il ne faut pas les baisser, ces prix. Parce que, je veux dire, l'impact, si l'objectif, à la fin des fins, c'est de faire en sorte que les Français utilisent moins leur voiture, ça marche. Non, mais bien Alors, sûr. c'est contraint et forcé. Non, mais bien sûr qu'il faut proposer le prix du carburant le moins cher, parce que la voiture reste l'outil de déplacement privilégié des Français, surtout dans les territoires où nous sommes. Je veux dire, la famille en zone rurale qui a besoin de ces 2 voies, elle n'a pas le choix et ça lui coûte très cher et ça lui pèse. Donc, il faut le prix bas, le prix le plus bas possible, et c'est le cas chez Leclerc et chez U. On achète ensemble le carburant, c'est chez nous que c'est le moins cher. Est-ce qu'il faut que Total fasse un geste aussi ? Parce qu'en fait, Total avait promis, bon, si ça atteint les 2 €, on bloquera à ce moment-là. Ça lui a pas coûté grand-chose pour l'instant. Toutes les grandes entreprises ont une responsabilité d'accompagner les Français dans ces crises qui se répètent, qui se propagent en permanence. Et les très grandes entreprises qui ont des gros résultats, bien sûr, ont une responsabilité d'accompagner les Français, c'est évident. Un mot pour l'Alsace, vous le disiez, vous êtes alsacien, vous êtes d'ailleurs directeur d'un des magasins U là-bas, un des plus grands de France. Microsoft qui annonce installer ses usines en Alsace. C'est une bonne nouvelle pour l'emploi. Vous avez une idée du nombre de personnes dans ce bassin d'emploi ? Je m'en suis réjoui effectivement sur les réseaux sociaux la semaine dernière. C'est une très bonne nouvelle. Microsoft investit 4 milliards en France, dont 2 milliards dans le Haut-Rhin, à côté de Mulhouse, pour un data center apparemment de nouvelles technologies. Ça pourrait créer 200 emplois et c'est une bonne nouvelle pour ce territoire post
centrale nucléaire évidemment de Fessenheim. Merci beaucoup Dominique Schelcher d'être venu faire le point ce matin. Vous êtes président directeur général de Système U. Vous nous avez d'ailleurs dit à l'instant donc que 2 de vos magasins avaient été pris pour cible à Nouméa. Je voudrais aussi signaler juste avant qu'on ne se quitte, la France vue du supermarché, c'est une étude que vous publiez avec le magazine Le 1 Hebdo, passionnant sur la consommation, le pouvoir d'achat et aussi les angoisses que ça peut susciter chez les Français. Avec votre édito aussi, Dominique Schelcher, vous faites journaliste. 8h52 sur RMC BFM TV.